merci pour votre invitation et merci pour l'opportunité qui m'est donnée de parler d'un sujet d'actualité qui l'est en Europe, qui l'est en France, mais de ce que j'entends et de ce que je vois au travers des médias et d'Internet, mais qui l'est également au Québec, qui est les problématiques d'étiquetage nutritionnel. Et donc, en effet, je vais vous présenter un petit peu les discussions que nous avons en France et un peu la comparaison qu'il y a entre différents systèmes en France et en Europe. Donc, le plaidoyer que je vais faire, c'est pour un système d'information nutritionnelle sur la face avant des emballages des aliments qui soit simple, intuitif, compréhensible pour tous et surtout qui s'appuie sur des bases scientifiques. Alors peut-être juste quelques éléments de contexte pour rappeler un petit peu le contexte. C'est quelque chose que vous connaissez tous. Alors là, les chiffres sont français, mais je pense que les données québécoises iraient dans le même sens. C'est qu'on sait maintenant aujourd'hui, depuis même une bonne vingtaine d'années, que la nutrition est un déterminant des grands problèmes de santé publique auxquels nous sommes confrontés d'une façon générale dans l'ensemble du monde occidental et dans de nombreux pays émergents aujourd'hui, et que ces enjeux de santé publique dans lesquels la nutrition intervient ont un poids considérable et un coût humain, social et économique très important. Le cancer, maladies cardiovasculaires, bien sûr l'obésité, les troubles de la minéralisation osseuse, et puis beaucoup de nouvelles hypothèses qui suggèrent que la nutrition intervient également dans de nombreuses autres pathologies qui ont elles-mêmes également des coûts humains et sociaux extrêmement importants. Donc c'est dans un contexte dans lequel on est conscient que ces maladies sont des maladies multifactorielles, dans lesquelles la nutrition est un des facteurs qui intervient, mais qui est un facteur sur lequel il est possible d'agir, ce qui amène aujourd'hui des politiques à se mobiliser pour essayer d'améliorer la situation nutritionnelle, pour espérer avoir un impact sur les maladies chroniques, parce qu'on a également beaucoup d'éléments d'information sur le poids nutritionnel, le poids des facteurs nutritionnels dans le déterminisme des maladies. Et j'ai juste pris deux exemples dans le domaine, non pas de l'obésité, dont l'évidence aujourd'hui est grande, mais parfois de façon moins bien connue, de voir en quoi la nutrition joue un rôle comme un déterminant majeur et sur lequel il est possible d'agir vis-à-vis d'autres types de maladies chroniques, comme entre autres les cancers. Ici, les résultats d'une analyse qui a été faite par le Fonds mondial de recherche sur le cancer, qui a, en analysant plus de 7000 publications, mis en évidence la part des cancers qui seraient évitables par la nutrition. Ils sont arrivés à un chiffre impressionnant. Environ un tiers des cancers les plus fréquents pourraient être évités grâce à la prévention nutritionnelle dans les pays développés et un quart dans les pays en voie de développement. Et quand on s'intéresse à certaines localisations spécifiques de cancer, les chiffres sont encore plus élevés pour les cancers des voies aérodigestives supérieures, le côlon et le rectum, et le cancer de l'utérus. Un autre exemple, sur cette fois les maladies cardiovasculaires, ou du moins l'hypertension artérielle et la relation avec la consommation de sel. Et ce travail publié par l'OMS il y a quelques années montrait qu'une réduction de la consommation de sel passant de 10 grammes par jour à 5 grammes par jour au niveau de la population permettrait de réduire le taux global d'accidents vasculaires cérébraux de l'ordre de 23% et les taux de maladies cardiovasculaires de 17%. Ces chiffres, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur qui, compte tenu des grands enjeux de santé publique et compte tenu du fait que les facteurs nutritionnels sont des facteurs sur lesquels il est possible d'agir au niveau individuel et collectif, ont amené de très nombreux pays à mettre en place des politiques nutritionnelles de santé publique. Il y a énormément d'initiatives, j'ai vu au Québec, il y en a beaucoup en Europe et notamment en France, avec la mise en place d'un programme, le Programme national nutrition santé, qui a été lancé sous l'égide du ministère de la Santé. C'est un programme interministériel en 2001 avec 3 phases quinquennales qui ont comme objectif, ces 3 phases, d'amener une situation qui permette d'avoir un impact sur les maladies chroniques en agissant donc au niveau de l'ensemble de la population sur le déterminant majeur que représente la nutrition dans le déterminisme de ces maladies. Donc, un contexte où il y a une sensibilisation, bien sûr, des scientifiques, des politiques et des consommateurs sur les enjeux de santé publique et la nécessité que soient mises en place des actions de santé publique efficaces. Alors, les leviers traditionnels dans toutes les politiques nutritionnelles de santé publique que l'on rencontre aujourd'hui portent à la fois sur tout ce qui est de la responsabilité individuelle, l'information, la communication, l'éducation, avec l'idée d'orienter
les comportements alimentaires et en miroir les comportements touchant l'activité physique. Et puis il y a une approche plus environnementale qui touche ce qui concerne l'individu, c'est l'amélioration de l'environnement alimentaire, notamment de l'offre alimentaire, pour faciliter la mise en œuvre de comportements qui soient favorables pour la santé de tous. Et on peut faire l'image en miroir pour ce qui concerne l'activité physique. Alors, en France, comme j'imagine ici, il y a des grandes campagnes qui sont menées, il y a des guides alimentaires qui ont été largement diffusés, plus de 25 millions d'exemplaires, il y a des grandes campagnes d'affichage, des encarts dans la presse, des messages sanitaires sur les publicités, des spots et des programmes courts à la télévision, à la radio, des grandes campagnes publicitaires véhiculant les messages du Programme national nutrition santé, des outils qui ont été développés au niveau des entreprises et collectivités pour les salariés ou pour les administrés, des outils pour les professionnels de santé et l'ensemble des professions relais du monde de l'éducation et du social, et puis bien sûr un site internet. Donc énormément d'actions de communication qui visent à informer le consommateur. Alors quand on regarde aujourd'hui, après 15 ans de ces stratégies, et dans le cadre d'un rapport que nous avons remis à notre ministre de la Santé en janvier 2014, on se rend compte qu'on a atteint certains objectifs, il y a eu des progrès, mais on voit tout de même qu'il y a une limite des stratégies de santé publique qui sont fondées exclusivement sur les déterminants individuels des comportements alimentaires et donc qui ne s'appuient que sur la communication, l'information et l'éducation. Bien sûr, ces approches sont fondamentales, elles sont nécessaires, mais d'abord elles ne sont pas suffisantes pour être efficaces sur l'ensemble des objectifs qu'on se fixe, et surtout elles ont un inconvénient, c'est qu'elles ne participent pas à la lutte contre les inégalités sociales de santé, et dans le domaine de la nutrition comme dans d'autres domaines de la santé, elles sont susceptibles même de les aggraver. Donc il apparaissait dans le rapport que les scientifiques ont remis à la ministre de la Santé il y a 2 ans, qu'il fallait, à côté de tout ce qui était du domaine de la responsabilité individuelle, tout ce qui était à côté de la communication et de l'éducation, si l'on voulait être efficace pour lutter contre les inégalités sociales de santé, agir sur l'offre alimentaire en termes d'amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments, meilleure accessibilité, notamment aux populations défavorisées, et lutter contre un marketing des aliments qui poussera à des consommations excessives d'aliments dont la qualité nutritionnelle est la moins favorable et qui toucherait particulièrement les populations défavorisées. Alors, les scientifiques ont proposé de nombreuses mesures qui étaient moins incitatives que celles qui étaient développées dans le passé de ce programme national nutrition santé, mais qui visaient plus à mettre en place des réglementations. 15 mesures ont été proposées. Parmi ces 15 mesures, une a été largement médiatisée car reprise par la ministre de la Santé en France, c'est celle qui visait à proposer la mise en place d'un système d'information nutritionnelle unique, simple et intuitif sur la face avant des emballages des aliments avec une double finalité. Bien sûr, d'une part, informer le consommateur, renseigner le consommateur au moment de son acte d'achat, donc dans les quelques millisecondes qui vont amener son choix sur une étagère de supermarché ou dans un marché, donc le renseigner sur la qualité nutritionnelle globale des aliments de manière à orienter ses choix, si possible, vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle, ou au moins de pouvoir intégrer cette dimension dans les différents arbitrages de ses choix. Et puis il y a un deuxième niveau dans la mesure qui a été proposée, c'est de trouver un système qui amène à inciter donc les industriels de l'agroalimentaire à améliorer la qualité nutritionnelle des aliments qu'ils produisent, en leur offrant aussi une opportunité, grâce au système, de valoriser leurs efforts. Donc, vous voyez qu'il y avait un système à double détente au niveau des individus et au niveau de l'offre alimentaire. Alors, bien sûr, il y a de très nombreuses bases scientifiques qui justifiaient de faire une proposition d'intégrer, même dans notre loi de santé en France, une mesure visant à mettre en place un système d'information nutritionnelle simple. Il y a de très nombreux comités d'experts internationaux et nationaux qui ont développé des travaux de nature différentes, allant depuis l'économie expérimentale, l'épidémiologie, les actions de terrain évaluées, et qui étaient assez convergents, et notamment au travers des analyses par des revues systématiques, à conclure que les systèmes d'information nutritionnelle, d'une façon générale,
sont réellement susceptibles d'influencer les consommateurs. Et ce qui est intéressant dans les conclusions de ces travaux, c'est que les effets qui sont observés touchent tous les groupes de population, notamment ceux qui sont à plus haut risque. Les populations de faible niveau d'éducation, de grands risques nutritionnels, obèses ou hypertendus, ou qui ont le plus faible intérêt pour la nutrition. Donc les populations cibles que l'on veut toucher préférentielles. Donc sur le principe, il y avait des bases scientifiques qui existent maintenant et qui sont vraiment fortes et cohérentes, qui soutiennent l'intérêt d'une mesure de santé publique passant par un logo nutritionnel simple. Alors ce qu'on a proposé en France, sur la base des travaux scientifiques, c'est de s'appuyer sur un certain nombre de grands principes. C'est d'abord d'avoir un moyen de caractériser la qualité nutritionnelle globale des aliments. Et donc on s'est appuyé sur un score qui a été mis en place par des collègues britanniques et développé et utilisé par la Food Standards Agency en Grande-Bretagne, qui est un score qui a l'avantage d'être applicable à tous les aliments et qui permet de comparer surtout avec une même base, donc avec des mêmes critères, la qualité nutritionnelle des aliments entre eux, et de pouvoir caractériser des profils qui vont aller du plus favorable ou du moins favorable sur le plan nutritionnel au plus favorable sur le plan nutritionnel, avec un intérêt triple de ce score développé par la FSA, c'est de pouvoir aider le consommateur à se repérer dans la capacité donc de comparer la qualité nutritionnelle entre des familles d'aliments différents, être capable de différencier les céréales petit déjeuner, des produits laitiers, des sodas, des fruits et légumes, des charcuteries, etc. Mais également de pouvoir comparer la qualité nutritionnelle relative d'aliments qui appartiennent à la même famille, au même groupe d'aliments, c'est-à-dire dans la famille des céréales petit déjeuner, de pouvoir comparer les muesli versus les céréales chocolatées, les céréales chocolatées versus les céréales fourrées, comparer par exemple des biscuits secs par rapport à des biscuits confiturés ou par rapport à des biscuits chocolatés. Donc, pouvoir aussi faire ces distinctions à l'intérieur des familles d'aliments. Et puis, troisième niveau d'intérêt, peut-être le plus intéressant, d'être capable de comparer la qualité nutritionnelle d'un même aliment qui est proposé par des marques différentes. Par exemple, comparer une céréale petit déjeuner, un muesli ou une céréale chocolatée et fourrée d'une marque par rapport à son équivalent ou à son concurrent d'une autre marque. Donc de pouvoir voir des distinctions qui sont souvent inapparentes ou inconscientes ou invisibles pour un même aliment proposé par des marques différentes. Alors le système qui a été proposé, c'est un système coloriel. Le principe, c'est d'avoir des catégories de qualité nutritionnelle, on en a choisi 5, exprimées par un code couleur. Et il y a donc deux façons d'appréhender la construction de ce logo, de ce code couleur. C'est d'abord, il faut un moteur, donc c'est un algorithme de calcul, et puis ensuite, il faut une carrosserie, une expression graphique. Alors le moteur, l'algorithme de calcul, je vous ai dit, c'est le score de la FSA, de la Food Standards Agency, un score de qualité nutritionnelle. Si vous vous rappelez les notions d'intervalle et de piquet, il faut donc 4 seuils si on veut définir 5 groupes de couleurs différentes. 4 seuils qui soient universels, qui s'appliquent à tous les aliments et donc pas fixés par des catégories d'aliments, ce qui est aussi des discussions qui ont souvent émaillé les réunions qu'il y a pu y avoir au cours des 10 dernières années au niveau international. Donc des seuils qui soient applicables à tous les aliments. Et l'expression graphique qui a été proposée, c'est une chaîne de disques, de 5 disques de couleurs différentes, avec une approche sémantique des couleurs qui ont un sens, qui vont du vert au rouge, en passant du vert, jaune, orange, rose, jusqu'au rouge, et qui permettent donc de pouvoir caractériser ces différences de qualité nutritionnelle, et en ayant pour favoriser la visibilité, la lisibilité du système, eh bien, une échelle graduelle, vous voyez, où il y a donc les 5 pastilles de couleurs, et on va grossir la pastille de couleur correspondante à la qualité nutritionnelle de l'aliment. Ici, c'est un aliment plus favorable sur le plan nutritionnel, qui est classé vert, et c'est la pastille verte qui est grossie. D'ailleurs, pour faciliter encore la compréhension, la clarté de la compréhension de l'information, on propose de coupler cette couleur à une lettre correspondante, qui sont les lettres aussi qui ont un sens par rapport aux classifications qui sont utilisées à l'école, les notes d'école, donc qui vont aller de A à E. Donc,
un système qui soit simple, assez facilement compréhensible. Alors, comment on calcule le score de la FSA? On est parti, en fait, des éléments qui sont sur une étiquette. Je ne sais pas comment sont les étiquettes des produits au Québec, mais en France, ça ressemble à ça. Et encore, j'ai pris un produit où les choses sont assez simples, où il y a un tableau d'étiquetage qui est devenu obligatoire depuis le mois de décembre de 2015 et qui est un système qui est appliqué à toute l'Europe et qui, pendant 2 ans, doit amener 100% des industriels à fournir sur la plage arrière des aliments des données sur la composition nutritionnelle. Donc c'est à la fois la valeur nutritionnelle pour 100 grammes de produit, les calories, donc les protéines, les glucides, les lipides, les fibres et le sodium, plus une liste d'ingrédients. Ça, c'est ce que l'on a aujourd'hui, et toutes les études qui ont été réalisées montrent que ces données sont souvent incompréhensibles, souvent même illisibles, très petites, et les termes savants utilisés, et surtout les quantités qui sont données dans l'absolu ou rapportées à 2000 kilocalories rapportées à un apport énergétique moyen pour la population sont extrêmement difficiles à comprendre pour la population. Mais il y a beaucoup d'éléments qui sont extrêmement intéressants et c'est ces éléments qu'on reprend, qui sont déjà donc sur l'étiquette obligatoire, que l'on va reprendre pour calculer le score qui permet de classer les différentes couleurs. On va partir des valeurs nutritionnelles donc exprimées pour 100 grammes, l'énergie, les sucres simples, les acides gras saturés, le sodium. On va prendre également des éléments complémentaires, les protéines, les fibres, et dans la liste d'ingrédients, le pourcentage de fruits et légumes, légumineuses et noix. Pour chacun des éléments négatifs, calories ramenées à 100 grammes, donc la densité calories, les sucres simples, les acides gras saturés et le sodium, en fonction de la teneur, on va donner des points négatifs qui vont aller donc de 0, lorsque évidemment la quantité de sucre simple est faible ou d'acides gras saturés est faible, à 10 si cette quantité est importante, donc 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 10. Donc on va avoir des points négatifs qui sont donnés. On va avoir par contre pour les protéines, les fibres, les fruits et légumes, des points positifs. Ceux-ci vont être de plus faible niveau, sachant qu'on veut privilégier par contre le volet négatif pour ne pas échapper, même pour un aliment qui aurait des teneurs élevées liées à un enrichissement par exemple en fibres, de ne pas enlever les côtés négatifs qu'il a. Donc les points qui sont donnés pour les protéines, les fibres, les fruits, légumes et légumineuses et noix vont entre 0 et 5 pour chacun de ces éléments. Donc vous avez des points négatifs, des points positifs, en fonction de la teneur en éléments négatifs ou en éléments positifs. Et donc on va avoir au total les points négatifs qui vont être de 0 à 40. 0, c'est là où il y a le moins d'éléments négatifs. 40, c'est là où il y en a le plus. Il n'y a d'ailleurs aucun aliment existant qui atteint ce score très définitif et très négatif. Et puis il y a donc les points positifs qui, si on les additionne, vont aller entre 0 et 15. 0, c'est celui qui a le moins d'éléments positifs. 15, c'est celui qui en a le plus. Donc au total, on arrive à un score final qui peut varier en fonction des teneurs en éléments négatifs et positifs, de moins 15, c'est la meilleure qualité nutritionnelle. Vous voyez qu'on est en sens inverse des images traditionnelles. Plus le score est faible, plus la qualité nutritionnelle est élevée, à 40, qui sont les points négatifs qui s'accumulent et qui correspondent aux aliments de moins bonne qualité nutritionnelle. Ensuite, pour chacun de ces chiffres qui vont arriver, donc on a un seul chiffre qui caractérise entre moins 15 et 40 la qualité nutritionnelle des aliments, l'équilibre entre ce qui est négatif et positif. Et notre Haut Conseil de la santé publique en France, une agence gouvernementale qui est chargée des problèmes de santé publique, a défini en fonction des distributions des aliments dans le marché français et de la distribution de ce score, donc différentes catégories qui correspondent aux valeurs qui vont permettre de donner, d'attribuer la couleur verte, si le score est entre moins 15 et moins 2, jaune si c'est entre moins 1 et moins 3, orange si c'est entre 4 et 11, rose fuchsia si c'est entre 12 et 16, et vous voyez rouge si le score est entre 17 et 40. Donc, avec des grilles préétablies correspondant
à chacun des éléments qui sont présents dans l'étiquetage, on peut caractériser les avantages, les inconvénients des différents aliments, et on peut donc synthétiser avec une seule valeur le profil nutritionnel de tous les aliments. Donc c'est un élément extrêmement synthétique et qui représente la qualité nutritionnelle globale de l'aliment, faisant donc l'équilibre entre les différents composants qu'il y a à l'intérieur des aliments. L'énorme avantage, c'est que le système est objectif, facilement vérifiable par tous, donc on peut calculer. Ce que je ne vous ai pas décrit, c'est pour donner des points de 0 à 10 à chacun de ces nutriments, il y a des grilles qui ont été mises en place par la Food Standard Agency, adaptées en France, qui permet d'attribuer ces points. Ces données sont publiées, sont donc faciles à obtenir, et donc n'importe qui, un consommateur, peut vérifier, s'il le souhaite, que la couleur correspond bien au score, qui correspond bien au calcul correct donc, de l'algorithme. Donc voilà ce que ça donne quand on regarde les aliments. J'ai pris quelques exemples alors, issus du marché alimentaire français, mais vous avez sûrement des produits tout à fait équivalents. On peut donc comparer des aliments de la même famille. Des aliments entre familles, ce n'est pas extrêmement intéressant. Tout le monde sait aujourd'hui que les chips sont de moins bonne qualité nutritionnelle que les brocolis, et donc ce n'est pas une révolution de voir que les chips vont être avec une pastille de couleur de moins bonne qualité, correspondant à une moins bonne qualité nutritionnelle que des sachets de chips. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est à l'intérieur d'une même famille, entre par exemple ici des crèmes dessert, eh bien une crème dessert peut être ici en jaune, une autre crème dessert peut être en orange, une autre en rose. Pourtant, ces crèmes dessert vont être dans le même rayon, placées les unes à côté des autres. Donc, le consommateur n'a pas obligatoirement conscience. Et le simple fait de voir en face avant très rapidement la couleur permet de juger sur une base relative quel est l'aliment le plus intéressant sur le plan de la qualité nutritionnelle. Même chez les chips, dont je disais qu'elles ont une meilleure qualité nutritionnelle que les brocolis, il y a des différences entre les paquets de chips. Les chips habituelles, régulières, se situent plutôt en orange. Vous voyez que les tortillas chips, les chips de maïs, sont plutôt en jaune, et que les chips soufflés au fromage, de cette marque très connue en France, sont plutôt en rouge. Donc on arrive à vraiment distinguer des aliments qui sont a priori très proches et qui, dans l'inconscience du consommateur, voire même des professionnels, et souvent même de moi-même, ne sont pas si évidentes à comprendre. J'ai pris un autre exemple qui sont 3 produits surgelés, des plats composés à base de poissons et de légumes. Bon, là aussi, on pourrait penser que les qualités nutritionnelles sont équivalentes ou très proches. Et bien, vous voyez que ce poisson, ce cabillaud à la sauce citron est plutôt vert. Ce colin de l'Alaska au riz et légumes est plutôt jaune. Et ce plat, qui est également, je crois, un saumon avec une fondue de poireaux, est plutôt orange. Donc, a priori, on aurait pu penser qu'une fondue de poireaux, c'était peut-être plus intéressant, et un saumon, mais vous voyez que quand on regarde la composition nutritionnelle, quand on la traduit grâce à cette étiquette de façon synthétique, eh bien, on voit les différences qui ne sont pas obligatoirement celles qui sont attendues. Et bien sûr, comme je le disais, un des points les plus importants, c'est de pouvoir comparer un même aliment de marques différentes. Ici, vous avez ce qu'on a en France, c'est-à-dire qu'on a 35 marques de muesli aux pépites de chocolat. Donc, le produit a le même nom, muesli aux pépites de chocolat. Quand vous êtes consommateur, vous avez tendance à penser qu'elles ont toutes la même qualité nutritionnelle. Quand on regarde les étiquettes, alors c'est difficile à voir ces différences à l'œil nu, mais quand vous faites l'algorithme qui permet d'attribuer les couleurs, eh bien vous vous rendez compte que ces muesli croustillants aux pépites de chocolat n'ont pas toutes la même qualité nutritionnelle. Il y a une marque qui va se retrouver en jaune, il y a une marque qui se retrouve en vert, une marque en jaune, il y a 12 marques qui se retrouvent en orange, il y a 17 marques en rose et il y a 4 marques en rouge. Or, pour le consommateur, il ne se rend pas compte de ces différences. Donc c'est ça que l'on veut obtenir particulièrement pour marquer l'esprit du consommateur, en sachant que, comme ici dans le cas des lasagnes à la bolognaise, retrouvées en supermarché, vous voyez que le score varie donc de -4 à 13. Il y a 3 produits qui sont verts, 10 qui sont jaunes, 2 qui sont oranges, 1 qui sont rouges. Donc c'est important
pour le consommateur de faire ces différences, mais également, on se dit, pour l'industriel qui a un produit rose ou orange, qui voit ses concurrents afficher une image plus favorable, ça va l'inciter à réduire peut-être un peu le gras, un peu le sel, de manière à pouvoir se retrouver au niveau de ses concurrents. Donc, ce système nous permet d'espérer d'avoir ce double niveau de détente. Et juste un dernier exemple pour les pizzas au fromage. Nous avons en France 23 pizzas au fromage vendues dans nos supermarchés. Là aussi, c'est le même intitulé, le même nom, les étiquettes assez compliquées par la complexité des différents chiffres, des pourcentages qui sont donnés ou des termes savants à comprendre. Si vous faites calculer le score FSA, ce que l'on fait très facilement, ça varie de 2 à 18. Et là encore, vous voyez qu'il y a une distribution donc des pizzas au fromage avec le même nom, le même intitulé, qui vont varier de couleur avec des qualités nutritionnelles qui sont extrêmement différentes. Donc voilà un peu le principe et la façon dont s'applique ce logo, qui a été bien sûr expertisé par nos instances, nos agences gouvernementales, à la fois l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, qui a regardé le score et la faisabilité de ce score et son applicabilité au marché des aliments français, puis l'avis du Haut Conseil de la santé publique qui s'est prononcé pour ce système coloriel, notamment le comparant à également d'autres types de logos qui sont proposés, notamment au niveau international et européen. Et ces deux organismes se sont appuyés sur un certain nombre de travaux, et je voudrais juste vous présenter quelques résultats des bases scientifiques qui valident l'utilisation de ce système coloriel, notamment par rapport aux autres propositions que nous avons en Europe. Et en fait, il y a deux types de travaux qui sont intéressants à prendre en considération. Les travaux, ceux qui vont valider l'algorithme, donc qui permettent de classer les aliments, ce que j'ai appelé le moteur, et puis ceux ensuite qui valident l'application, le logo, c'est-à-dire ce qu'on appelle la carrosserie. Alors pour ce qui est du logo, ce qui a été fait, c'est de regarder, quand on prend l'ensemble des groupes d'aliments, comment ils se distribuent dans les différentes couleurs. Et on retrouve et on cherche l'adéquation qu'il y a avec les recommandations nutritionnelles de santé publique. Donc, vous avez ici, dans les carrés, la majorité donc, des produits, puis les queues de distribution qui représentent des produits isolés. Vous voyez, globalement, eh bien, les fruits et légumes sont classés sur des pastilles plus intéressantes que les produits céréaliers et les pommes de terre, que les viandes, poissons, œufs, et on retrouve le plus mal classé, les produits sucrés, mais vous voyez qu'il y a des variabilités à chaque fois assez grandes, donc on a une cohérence avec les recommandations nutritionnelles de santé publique et une capacité de différencier la qualité nutritionnelle entre les groupes alimentaires, au sein des groupes et pour les produits équivalents. C'est vrai pour les aliments solides, c'est vrai pour les aliments liquides, les boissons. Alors il a fallu aussi fournir quelques éléments qui ont été affinés par le Conseil de la santé publique. L'eau est le mieux classé. Les boissons édulcorées, elles, ont été pénalisées pour ne pas être au même niveau que l'eau. Et vous voyez que les jus de fruits sont beaucoup moins bien classés que les boissons sucrées également, avec évidemment une variabilité aussi importante en fonction des types de produits. Et juste pour revenir aux céréales petit déjeuner, pas seulement les muesli, mais tous les céréales petit déjeuner. En France, on a près de 400 marques, et j'imagine au Québec, vous devez aussi avoir cela. Et vous voyez qu'on a des différences entre les catégories de céréales. Les flocons d'avoine sont globalement répartis dans des meilleures catégories que les céréales fourrées, notamment grasses et chocolatées. À l'intérieur des catégories, on voit des différences de qualité nutritionnelle, et on voit que pour des produits équivalents, eh bien, on peut avoir une représentation sur des couleurs différentes. Donc, le système fonctionne. Il a été également validé au niveau individuel dans des études populationnelles, puisqu'on a pu calculer au niveau des individus dans des cohortes la traduction des consommations alimentaires en termes de score individuel, c'est-à-dire en disant, en fonction de ce qui est consommé, on peut calculer le score individuel FSA. Plus le score est bas, plus la qualité nutritionnelle est élevée, plus le score est élevé, moins la qualité nutritionnelle est bonne. Et dans deux populations qui font partie de cohortes françaises, Suvimax et Nutrinet Santé, on a pu mettre en évidence que les sujets qui ont le score le plus faible, donc le plus favorable, qui mangent plus d'aliments de bonne qualité nutritionnelle, eh bien, c'était des sujets qui avaient des consommations plus importantes de fruits, légumes, de poissons, qui mangeaient moins
de produits de snacking gras, sucrés, salés, qui avaient des apports nutritionnels en fibres, en vitamine C, en vitamines et minéraux plus élevés et des apports en acides gras saturés plus faibles, qui avaient une meilleure adhésion aux recommandations du Programme national de nutrition santé. Quand on regardait les marqueurs biologiques, comme le taux sanguin de vitamine C ou de bêta-carotène, eh bien ceux qui avaient le score le plus favorable avaient les taux les plus élevés de ces marqueurs biologiques, traduisant notamment le statut en antioxydants. On a même été plus loin, puisqu'au travers de ces cohortes, il a pu être regardé le lien entre la qualité au niveau du score individuel FSA et le risque d'apparition d'une pathologie, puisque, notamment dans l'étude Suvimax, il y avait un recul de 13 années, une surveillance des événements de santé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce score FSA, ce score qui reprend donc ces éléments négatifs et positifs des aliments, transposés au niveau des individus, est associé au risque de survenue de cancer, de maladies cardiovasculaires, de syndrome métabolique et de prise de poids. Donc, ces éléments ont bien sûr l'intérêt de tendre vers une validation de ce score qui, malgré cette approche synthétique qui pourrait être considérée comme grossière, est associé à des meilleurs comportements alimentaires, un meilleur état nutritionnel et un risque plus faible de pathologie. Le dernier point, bien sûr, c'est la validation de la carrosserie, ce logo présenté. Est-ce qu'il est bien perçu? Est-ce qu'il est considéré comme acceptable? Quel est l'usage qui en est fait? Est-ce qu'il facilite la compréhension objective de la qualité nutritionnelle des aliments? Et quel impact il a sur les comportements d'achat? Alors, on a utilisé donc une cohorte développée sur Internet en France, l'étude Nutrinet Santé, et vous voyez qu'on a testé différents formats. Un format qui est utilisé par les opérateurs économiques au niveau européen, qui est utilisé également, je pense, en Amérique du Nord, les Guidelines Daily Amounts, les repères nutritionnels journaliers qui fournissent des éléments, plutôt sous un mode analytique, par éléments, l'énergie, le sucre, les lipides, les graisses et le sodium, et en pourcentage de l'apport recommandé ou de l'apport journalier estimé pour une personne moyenne aux environs de 2000 kilocalories. Donc ça, c'est largement utilisé et soutenu par les opérateurs économiques. Le logo 5 couleurs proposé en France, le traffic light multiple qui est proposé en Grande-Bretagne, qui caractérise avec un système à 3 couleurs, vert, orange et rouge, mais par nutriment, c'est-à-dire cette fois non pas synthétique sous un seul score, mais pour chaque nutriment donne une classification de couleurs, et puis un système très utilisé par les Hollandais, qui est un système qui donne une coche verte, une sorte de satisfecit, pour des aliments considérés de bonne qualité nutritionnelle. Et on a donc testé sur plus de 13 000 sujets, eh bien, de quelle façon étaient perçus ces aliments, est-ce qu'ils étaient faciles à comprendre, est-ce que ça répondait à l'information qui était attendue, est-ce que c'était trop long à comprendre, est-ce que les gens l'aimaient ou au contraire aimaient plus un autre nutriment. Et globalement, alors bien sûr c'est difficile à lire les résultats, mais les repères nutritionnels journaliers qui sont connus parce qu'ils existent déjà, inspirent de la confiance, mais les participants à l'étude montrent bien que c'est le score, le logo le plus difficile à comprendre et à utiliser. Et le logo 5C apparaît comme le plus facile à identifier, nécessitant le moins de temps et le moins d'efforts à comprendre. Et ce qui était important, c'est qu'aucun logo n'était considéré comme culpabilisant et stigmatisant, ce qui est un élément, bien sûr, à prendre en considération, et d'ailleurs souvent présenté un peu comme un épouvantail par les opérateurs économiques pour empêcher la mise en place de ces systèmes d'information nutritionnelle. On s'est intéressé à la compréhension objective de ces différents systèmes en proposant aux volontaires des aliments pour lesquels était mis chaque logo, 3 aliments, 5 familles d'aliments, 3 produits à chaque fois, et des scores et des différents bras avec différents logos, et on demandait au sujet de classer ces aliments du plus favorable sur le plan nutritionnel au moins favorable sur le plan nutritionnel, avec des rotations, bien sûr, sur les présentations et les types de logos. Et on a donc eu ces 4 formats testés, puis une situation sans système d'information nutritionnelle, et on voit que le système 5C, le système coloriel, avec ces 5 couleurs, 5 pastilles, permet d'obtenir les meilleurs taux de bonnes réponses. Si on regarde un peu plus de façon détaillée, si vous avez les RNJ, les Traffic Light multiples, le système hollandais Pixotic et le système sans logo, on voit que
Parmi les signalétiques testés, c'est le système à 5 couleurs qui est le plus efficace en termes de compréhension, celui qui permet plus facilement de classer les aliments. Ses performances sont les meilleures devant les traffic lights britanniques et les repères industriels journaliers européens, puis la coche verte. Ce qui est intéressant, surtout quand on regardait, puisque c'est une cohorte, on avait les caractéristiques des sujets, c'est que l'effet était observé pour toutes les populations, et notamment c'était cette meilleure compréhension objective du 5C était retrouvée même dans les populations qui sont à plus haut risque, notamment les individus qui n'avaient aucune connaissance en nutrition, avaient plus de facilité donc à classer les aliments avec le 5C et le 5 couleurs qu'avec tous les autres logos. On a, pour finir, été encore un peu plus loin en essayant de répondre à une question: est-ce que ça va influencer les achats alimentaires? Il y a des études d'économie expérimentale que nous avons faites, il y a des études en magasins expérimentaux qui ont été faits pour tester l'efficacité, puis sur une large échelle, on a créé un supermarché virtuel en ligne, comme ceux auxquels nous avons accès aujourd'hui. On a fait un essai randomisé avec 5 bras tirés au sort parmi 11 000, un peu plus de 11 000 volontaires, et chaque bras, donc chaque groupe de sujets, a été invité à simuler ses courses dans ce supermarché, dont à chaque bras correspondait un logo particulier pour les 4 logos testés et une situation de référence sans logo. Et qu'est-ce que l'on observe? C'est que le système 5C, le système à 5 couleurs, augmente de façon significative la qualité nutritionnelle globale du panier d'achat, puisque les gens faisaient leurs courses, définissaient leur panier d'achat. Évidemment, ils ne les achetaient pas réellement, ils ne les recevaient pas ni ne les payaient, mais nous pouvions calculer la qualité nutritionnelle des aliments. Et donc, globalement, c'est avec le logo à 5 couleurs que les paniers d'achat étaient le plus favorables sur le plan nutritionnel. C'est donc le système où la colonne est la plus basse, suivi du traffic light multiple, de la coche verte des Hollandais. Celui qui était le moins bien classé était les repères nutritionnels journaliers européens des opérateurs économiques, qui était tout de même meilleur, même si ça n'était pas significatif, par rapport à l'absence de logo. Comme nous avions le prix des aliments sur ce supermarché virtuel, on a regardé et mis en évidence qu'il n'y avait pas de différence significative pour le prix, le nombre de produits ajoutés au panier, quel que soit le logo. Donc il n'y avait pas d'impact négatif qui pourrait être un facteur limitant, c'est que le nombre de produits, le prix moyen du panier d'achat n'était pas significativement différent. Donc au total, le logo à 5 couleurs repose sur le fait qu'on peut donc avoir un système qui réduit significativement améliore significativement la qualité nutritionnelle du panier d'achat, avec un impact particulier sur les teneurs en lipides, en acides gras saturés et en sodium de façon significative, avec un effet non significatif sur le sucre, mais une tendance favorable. Et ce qui est là encore intéressant, c'est que ce logo apparaît là encore le plus efficace au sein de groupes de population basés sur l'âge, le niveau d'études, le revenu, l'indice de masse corporelle et le niveau de connaissances en nutrition. Donc il touche de la même façon les populations qui sont celles que l'on veut toucher de façon prioritaire que les populations les plus favorisées. Donc au total, nous avons des bases scientifiques extrêmement fortes, tant pour valider le score de base, le moteur, avec un algorithme cohérent avec la réglementation européenne. On s'appuie sur les éléments qui sont obligatoires sur l'étiquetage, et ça vient en plus de l'étiquetage analytique qui reste sur la face arrière des emballages. Il est correct, ce système est cohérent pour classer les aliments entre groupes alimentaires au sein d'un même groupe ou pour des aliments de marques différentes équivalents. Au niveau individuel, on retrouve une association avec un comportement alimentaire favorable, et son utilisation à ce score individuel montre une association avec les événements santé. Pour la carrosserie, tant sur le plan de la perception que de la compréhension objective ou la qualité nutritionnelle du panier d'achat, ce logo tel qu'il a été conçu est le plus efficace. Alors vous allez me dire, tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que cette proposition entraîne de nombreuses réactions, et lorsqu'il a été proposé, ce logo, l'Association nationale des industries alimentaires, qui est bien sûr très puissante en France, qui regroupe l'ensemble du secteur agroalimentaire, s'est opposée et a fait part de ses réserves
sur ce logo à 5 couleurs qu'ils ont considéré comme étant trop réducteur, simpliste, donnant une vision fonctionnelle des aliments et évidemment donnant l'impression que ce système fournissait une consigne de choix et en jouant sur le fait, même si les travaux scientifiques mettent le contraire en évidence, le côté qu'il pourrait y avoir de stigmatisation. Et puis, on retrouve une espèce d'argumentaire habituel qui est tout l'impact économique, alors fantasmatique ou non, mais sur le réseau social des petites entreprises, le frein à l'exportation, l'atteinte à l'image des savoir-faire de nos spécialités régionales, du rayonnement de notre pays à l'international. C'est-à-dire vraiment tous les maux du monde étaient prêtés à ce système. Donc l'industrie agroalimentaire, depuis maintenant 2 ans, s'oppose, même si la mesure est sur le principe dans la loi, à ce que le décret reconnaisse que ce système doit être fait. Alors en face de cette mobilisation des opérateurs économiques, il y a une demande sociétale forte avec une forte mobilisation des professionnels de santé. Des pétitions ont été lancées. En France, on a maintenant beaucoup l'habitude de lancer ces pétitions. Alors, on n'a pas atteint les scores de la pétition contre la dernière loi sur le travail qui a récolté plus d'1 million de signatures, mais la pétition des consommateurs et la pétition des professionnels de santé amènent à avoir plusieurs dizaines de milliers de personnes qui s'expriment pour demander que ce système, le plus simple, le plus compréhensible, basé sur des bases scientifiques, qui marche mieux que tous les autres systèmes proposés au niveau européen et qui marche surtout mieux que ces systèmes proposés par les opérateurs économiques, soit mis en place. Et évidemment, nous sommes au cœur aujourd'hui du problème de ces luttes d'influence. Alors, les médias ne passent pas une semaine sans parler de ces problèmes de lobbying, de liens d'intérêt, de complexité. Et bientôt, le décret devra éventuellement être rédigé. Et là, on verra évidemment l'équilibre qu'il y a et le poids relatif entre les intérêts économiques et les enjeux de santé publique qui l'emportera. Alors j'espère l'année prochaine pouvoir revenir en vous donnant des nouvelles positives, mais c'est loin d'être gagné parce que les batailles sont extrêmement dures et les intérêts en face économiques extrêmement puissants et forts. Merci de votre attention et à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, votre question est bien sûr très pertinente, je sais d'une grande actualité, puisque dans les discussions qu'il y a ici au Canada, c'est un sujet important. Ça n'est pas fait pour des raisons pratiques, c'est qu'on aurait aimé sûrement le calcul du score pour être amélioré, avec une très grande difficulté que nous avons eue en France et en Europe sur la capacité d'avoir accès aux éléments d'information sur les sucres ajoutés. Donc, même si on prend les sucres simples, qui sont sûrement pas, peut-être pas le meilleur critère puisqu'il ne permet pas ce distinguo, on voit que quand même dans l'utilisation du score global, mis avec les autres éléments, on a tout de même cette validation à la fois sur les comportements alimentaires au niveau individuel et au niveau du risque prédictif. Donc, même si le score n'est peut-être pas le plus parfait, sûrement il ne l'est pas, et entre autres pour cette raison, mais on pourra aussi discuter sur les acides gras saturés, tous ou pas tous, etc. On voit qu'il fonctionne. Donc, on s'intéresse moins aujourd'hui peut-être que l'édition que vous avez à fournir une information analytique dont on pense que c'est très difficile pour le consommateur, même si on lui donne des différences de type d'éléments nutritionnels, plutôt que d'avoir une vision avec un système synthétique global. Mais peut-être dans l'avenir, si l'accessibilité aux données sur les sucres ajoutés par rapport aux sucres natifs pourra amener à rediscuter aussi la façon de construire ce score. On m'avait dit de répéter la question, je me rends compte que j'ai oublié de le faire, mais tout le monde a compris que vous posiez la question sur les sucres. Donc la question qui est posée, c'est sur ce qui se passe en France dans le cadre du Programme national nutrition santé, où depuis 2006 ont été mis en place la signature de chartes d'amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments, des chartes d'engagement de progrès pour les opérateurs économiques. Et c'est vrai que nous avions discuté lors d'un colloque en France de l'intérêt de ces chartes. Ces chartes proposent aux industriels d'améliorer l'offre alimentaire et de pouvoir avoir une sorte de label, non pas sur leurs produits, mais sur la démarche qu'ils font.
Donc nous avons mis en place ce système en 2006 avec beaucoup d'espoir. On voit que ce système marche, c'est-à-dire que quand un opérateur économique signe une charte, il améliore vraiment la qualité nutritionnelle. On a pu voir que ça variait entre 5 et 25% d'amélioration pour les nutriments concernés, le gras, le sel, le sucre, qui sont les conditions de base de l'achat. Le seul problème que nous avons eu, c'est qu'en quasiment 10 ans, nous avons eu 35 signataires de la charte et que depuis 3 ans, nous n'avons plus aucun signataire. Donc, ce n'est pas le principe qui est remis en cause, au contraire, on voit que ça marche si un industriel le fait, mais qu'on n'arrive pas à entraîner les milliers d'opérateurs économiques et les quelques dizaines de grands opérateurs à signer ces chartes. Et c'est ce qui nous amenait à dire, c'est que cette politique d'incitation que nous avions, qui nous a permis de montrer que quand un industriel le faisait, il y avait donc une vraie marge de manœuvre d'amélioration de la qualité des produits, puisque certains ont baissé le sel, le gras, le sucre sans que ça retentisse sur le goût ou la qualité des aliments. C'était possible à faire, mais qu'on n'avait pas de moyen de faire pression sur les industriels pour qu'ils viennent à ces chartes. Et donc, ce système, alors ne s'oppose pas complètement aux chartes, mais les chartes en France ne marchent plus parce qu'il n'y a plus de nouvelles signatures et que l'on pense, si on veut avoir le même effet d'amélioration sur la qualité nutritionnelle, eh bien en jouant sur ces systèmes de couleurs, sur cette concurrence qui va apparaître, qui va être visible pour le consommateur, que là, ceux qui sont les plus mal classés, qui ont des marges de manœuvre, vont tenter d'améliorer leurs produits. Donc ça se substitue en quelque sorte, mais pas parce qu'on a décidé de le faire, mais tout simplement parce que les industriels n'ont pas été jusqu'au bout du jeu dans lequel on espérait qu'ils aillent. Alors la question qui est posée soulève la prise en compte de la transformation des aliments, comment l'intégrer. Alors, on intègre une partie quand même de la transformation, je pense, pour les produits céréaliers, le fait de prendre en considération les fibres permet, puisque là on rajoute de façon positive, le poids des fibres fait que des aliments plus complets, par exemple dans les produits céréaliers qui seront plus riches en fibres, bénéficieront de l'avantage de pouvoir déduire des éléments négatifs, cet élément positif. Alors, je n'ai pas donné le détail, mais bien sûr, vous imaginez bien tout de même, parce que notre crainte serait d'avoir des produits qui ne sont vraiment pas de bonne qualité nutritionnelle, mais qui soient fortement enrichis en fibres, donc pas de façon, comme vous l'avez rappelé, dans une transformation, mais par un ajout, puissent bénéficier. Donc, il y a un seuil qui ne permet pas de prendre en considération les points positifs. Mais donc, pour les produits, par exemple, céréaliers, le côté complet peut être plus ou moins mis en exergue au travers de l'utilisation des fibres. Donc, les produits les plus transformés sur ces produits céréaliers, plus pauvres en fibres, ne bénéficieront pas de l'avantage. Maintenant, en effet, le score n'est pas parfait, le logo n'est pas parfait. C'est-à-dire qu'on n'a aucune illusion en disant c'est pas idéal, ça ne prend pas tout en considération. Vous pourriez me poser aussi des questions sur l'alimentation durable, sur les pesticides, sur les contaminants. Il y a beaucoup d'autres éléments. Donc, on est conscient que le système n'est pas complet, mais c'est déjà une première phase d'amélioration qui, au moins par rapport à ce qui existe sur l'étiquette, devrait permettre de rendre plus compréhensible, plus transparent pour le consommateur la qualité nutritionnelle. Donc l'idée, c'est de continuer à travailler et peut-être de faire évoluer ce score. Il faudra peut-être intégrer d'autres dimensions dans le futur, mais pour l'instant, c'est de dire, avec ces imperfections, on voit déjà dans les études qu'il peut être réellement utile. Donc, vous avez raison, on ne prend pas en considération beaucoup de points qui ont une importance sur le plan nutritionnel et de la santé. On sait, on est conscient, on est humble sur ce système, mais déjà cela, c'est déjà une étape de progrès important. Alors, pour ce qui est de votre deuxième question, en effet, oui, ceci a été testé. Le Haut Conseil de la santé publique a repris en avant en France un observatoire de la qualité alimentaire des aliments, l'OQALI, qui est une structure publique gérée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, pour lequel il y a les compositions d'un nombre très important, plus de 13 000 aliments. Donc, a été testé sur l'ensemble de ces 13 000 aliments l'application du score. Et surtout a été adapté ces scores. C'est-à-dire ces scores ont été calculés de manière à, du moins pour les seuils, éviter qu'il y ait des aberrations par rapport surtout aux recommandations de santé publique. Donc on n'a pas au niveau des produits de différence. Il y avait
3 éléments, d'ailleurs que les Britanniques avaient déjà signalés lorsqu'ils ont conçu leur score. C'était la problématique des matières grasses ajoutées, où toutes étaient classées dans le rouge, ce qui n'était pas le message de santé publique. On différenciait entre les matières grasses animales et végétales, et même entre les matières grasses végétales. Et là, une petite modification de l'algorithme a été proposée pour le Haut Conseil de la santé publique, qui permet aujourd'hui d'avoir une distinction parfaite, donc il n'y a plus d'aberration, puisque ça aurait été aberrant d'avoir le beurre mis au même niveau que l'huile de colza, par exemple. Pour les fromages, nous avions également le même problème, où ils étaient tous regroupés dans le rouge. Alors, ce n'est pas par chauvinisme de la fierté qu'on a de nos fromages français, mais l'idée était de dire les recommandations de santé publique différencient les fromages qui sont les plus gras, les plus salés, ceux qui sont les plus pauvres en calcium, et ceux qui, au contraire, les avantagent. Donc, il a été suffisant par le Haut Conseil de la santé publique de proposer une petite modification de l'algorithme, lever une des inhibitions d'utilisation des protéines, qui est un proxy du calcium et du fer, pour avoir une classification qui permet d'avoir une répartition des fromages, alors, pas dans le vert et dans le jaune, mais dans le rouge, bien sûr, quelques-uns dans le rose, voire même quelques-uns dans l'orange. Puis le dernier point qui apparaissait un peu sur la diapositive, c'était le problème des boissons. Là, on avait une aberration, c'est que les produits à base, enfin les jus de fruits, étaient mieux classés que l'eau, tout simplement puisqu'il n'y a pas de, il y avait l'avantage, le bénéfice des fruits. Donc là, le Haut Conseil de la santé publique a proposé de mettre l'eau en numéro 1 comme étant la seule structure, enfin le seul aliment qui est vert, et ensuite d'avoir un système de classification des autres produits sur le plan de l'apport énergétique qui permettait d'avoir une distribution qui soit cohérente avec les recommandations. Donc il n'y a aucune aberration au niveau de la comparaison des aliments entre eux et aucun aliment qui apparaît complètement aberrant. Maintenant que certains aliments soient orange ou à la limite du rose, évidemment il y a un seuil qui est défini, mais on se dit c'est pas grave si un aliment est classé rose alors qu'il est pas très éloigné de celui qui est classé orange, simplement parce qu'il y a un effet de seuil, ça poussera l'industriel qui est en rose d'améliorer la qualité. Alors pourquoi l'impact est plus modéré pour le sucre? Alors là, j'ai montré un exemple sur le supermarché virtuel. Quand on regarde en magasins expérimentaux, par exemple, on a un effet très fort sur les biscuits, parce que là, l'effet sur le sucre. Donc, il y a des effets qui sont liés à des problèmes de puissance. On ne peut pas aujourd'hui dire très clairement un effet différentiel. Donc, on n'attache pas une grande importance au fait que c'est apparu significatif pour le gras et le sel et plus élevé, dans le même sens pour le sucre, mais pas de façon significative. Je voudrais peut-être simplement poser la question de, on voit ce qui se passe ici en France, que se passe-t-il à l'échelon de la communauté européenne? Alors, la communauté européenne avait des velléités au milieu des années 2000, en 2005, de mettre en place un système d'étiquetage nutritionnel européen. À l'époque, il n'existait que le système tricolore des Britanniques par nutriment, donc un système intéressant qui a fait l'objet de profondes réserves des opérateurs économiques. Et après quasiment 9 ans de bataille, la communauté européenne a renoncé à l'idée d'un logo nutritionnel pour l'Europe et a rendu par contre obligatoire l'étiquetage traditionnel en face arrière des emballages des aliments, dont on considère que c'est utile et transparent, et utile pour certains malades par exemple, mais qui n'est pas un outil de santé publique. Donc pour l'instant, il n'y a pas une position européenne et elle est plutôt réservée, mais la discussion va renaître en 2017 puisque le règlement d'information des consommateurs va être remis sur le tapis et donc devrait être rediscuté du format éventuel d'un système pour l'Europe et le fait de le rendre obligatoire, car ce qu'a aussi réussi à faire au niveau de la communauté européenne, du moins sous l'influence des secteurs agroalimentaires, c'est de dire l'Europe permet aux différents États de mettre en place un logo complémentaire, un système d'information nutritionnelle complémentaire au sein de l'étiquetage, mais il ne peut pas être obligatoire, il doit être sur une base uniquement volontariste. Donc aujourd'hui, même si le logo est proposé en France, il ne le sera que sur une base volontariste. Mais en 2017, on rediscute au niveau européen à la fois d'un logo unique et d'un logo qui pourrait être obligatoire.
Et ce que l'on espère, c'est que le système qu'on propose en France, sous réserve qu'il soit quand même validé au niveau du décret d'application de notre loi, compte tenu des bases scientifiques existantes et des autres études qui sont encore en cours, puisse permettre donc d'être validé comme un système européen, mais en se référant vraiment aux travaux scientifiques qui auront été mis en place.